Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Il est incroyable ce monsieur, il est incroyable. Donc là il est en direct, Fernand Lopez est en direct de New York City. Bonjour le King, comment ça va en ce lundi 1er novembre? Ça va, mon cher ami. Et toi, comment vas-tu Bah, aujourd'hui? mais ça va très bien, mais moi on s'en fout. Là on s'en fout aujourd'hui parce que toi là c'est la Fight Week. Là, samedi, énorme choc pour Nassourdine Imavov. Donc là ça va être un petit peu dans le désordre. On va commencer par ce pourquoi vous avez cliqué, à savoir Nassourdine Imavov face au plus grand test de sa carrière jusqu'à maintenant, Edmen Shabazian. Fernand va nous dire aussi d'ailleurs s'il s'agit bien du plus grand test de la carrière de Nassourdine. Comment tu te sens? On a vu, il y a Cyril Gane qui est aussi présent. En direct de New York, là comment on est? On est bien, on est bien. Il y a rien de particulier. C'est certainement le plus gros choc pour Nassoudine. Je vais même être un peu médisant sur la KT. Je pense que c'est le plus gros choc avant le champion. Très sincèrement, alors le palmarès ne reflète pas son classement. Je pense que Edmond Chabazian, elle a le profil qui pourrait vraiment mettre en difficulté Nassoudine avant Adesanya. Les autres ont de la puissance, ont de la masse, mais n'ont pas les éléments pour embêter sérieusement Nassoudine. Donc on sait on a une étape très sérieuse, très importante. Le poids est OP. Là, il est à 90 kilos. Donc, on descend très progressivement. Ça se passe bien. Quoi dire? Effectivement, son sparring principal, c'est Serigan. Et lui, il est le sparring principal de Serigan pour son prochain combat. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'on n'aurait pas pu trouver mieux. On a eu tous les profils, on a essayé plein de castings, on a fait plein de trucs, et c'est juste le meilleur profil, dans le sens où on a Edmond Chabazin qui est très intelligent dans sa manière de combattre, Fataku au-dessus du plafond. C'est un jeune, il est tout frais, il est super rapide des jambes, il a un kick avant que peu de personnes peuvent faire dans le monde du MMA et Cyril sait le faire, ce kick-là. Il y a des combos en anglais que Cyril gère très bien, enfin, c'est la perfection. Et quand il est acculé et qu'il va en mode guerre, il enchaîne un certain nombre de crochets et tout ça, Cyril le fait à la perfection. Donc du coup, c'est celui qu'on a choisi pour la préparation. Et bah, tout est parfait, tout est au poil. Donc, on est encore à la phase où il y a encore personne sur le territoire. On avait aussi quelques négociations à faire on a rendez-vous du côté de Cyril avec Hunter Campbell pour faire une réunion en tête à tête. C'est intéressant. Euh, D'accord, d'accord. puis, euh, et puis, bon, voilà. Donc, non, on est bien. À New York, on est bien. Formidable. Là, on revient quelques jours, quelques heures dans le passé avec l'UFC 267, l'UFC back-to-back pay-per-view numéroté. UFC 267, on va monter crescendo avec déjà le combat de Benoît Saint-Denis qui a été évidemment loué de toutes parts pour son cœur énorme. Il s'est incliné par décision unanime. Il y a eu au deuxième round un moment où peut-être il aurait dû être arrêté par l'arbitre. Finalement non. D'ailleurs l'arbitre qui ensuite a été purement et simplement viré de l'UFC pour le reste de la soirée. Et donc finalement Benoît Saint-Denis qui était invaincu jusqu'à ses débuts à l'UFC. Et toi-même t'as loué le courage et aussi t'as insisté là-dessus. Tu en avais déjà parlé dans un podcast précédent. Benoît Saint-Denis est quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort. Yes. J'ai été extrêmement impressionné par Benoît Saint-Denis. Sérieusement. Je le dis encore parce que peut-être je l'ai connu. Donc, du coup, je regarde sa progression. Ceux qui critiquent son côté technique, son côté, ne se rendent pas compte de la progression qu'il a fait. Je l'ai connu. Il était à un moment donné de ma factory. Et, il avait zéro combat, il était tout débutant et il était reckless, comment dire, voilà quoi, un peu. Donc je n'ai pas beaucoup regardé ce qu'il faisait et là je découvrais quelqu'un qui avait une précision incroyable dans sa manière de kicker. J'ai trouvé ses kicks, franchement, il y a beaucoup de personnes qui pourraient apprendre à kicker comme lui.
sincèrement, je le dis en toute sincérité, j'ai trouvé la détermination dans chacune de ses frappes. À chaque fois qu'il balançait un crochet, on savait qu'il a envie de finir le combat. Et c'est plaisant en tant que coach d'avoir un gars qui ne va pas en disant, bon, je vais gratter, je vais égrener le temps et puis je vais voir ce qui va se passer. Il a envoyé chaque frappe avec l'intention de descendre son adversaire. Donc, je vous dis, en termes de lutte, on parle d'un mec qui a un bon niveau de son adversaire, un bon niveau de sol, un bon niveau de lutte, un décent niveau de lutte. C'est pas le meilleur lutteur, mais cependant, on a un jeune qui a moins d'un quart de siècle, qui arrive, qui l'arrache, qui le slam et qui se met à travailler au sol. Excusez-moi, on est sur le plus haut niveau de la compétition qui existe, c'est l'UFC. Il réussit à mener ce mec au sol et le contrôler au sol. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo sur son évolution. C'est vraiment parce que j'avais d'image de lui et ce que je voyais de lui. Je ne pensais pas qu'on allait avoir ça de Benoît Saint-Denis. Donc, je dis, voilà, je vois ce que je vois. Et la manière de, enfin, la manière dont il a boxé, c'était propre. C'était, les gens ne se rendent pas compte qu'avec la fatigue, avec le stress, avec tout, que tu puisses ne plus être très précis à un moment donné vers le deuxième ou le troisième round. Mais encore une fois de plus, son adversaire se trouvait sérieusement en danger à certains moments. Et ça, c'est quelque chose à louer. Ensuite, arrive le moment où on parle de tous ces aspects psychologiques qui sont monstrueux pour lui. On parle de la enfin, le courage, la dureté au mal, la ténacité. La ténacité. Enfin, vraiment, on a eu un mec qui a vécu, qui a dîné en enfer et qui n'a pas abandonné. Il a littéralement dîné en enfer. C'était un repas avec le diable. C'était compliqué. Il a vu la mort et il n'a pas lâché l'affaire. Et au-delà de ne pas lâcher l'affaire, c'est pas... Oui, il était en mode zombie quand il a été sonné. Ce que je dis, c'est que malgré ça, il avait envie de remettre des coups. Il avait envie de remettre. La douleur, la notion de douleur fait mal. Les combattants sont des êtres humains. Les combattants sont des êtres humains. Et donc, un être humain a mal à un moment donné. Je regardais je regardais encore les vidéos de Derrick Lewis et tout, et je vois qu'à un moment donné, il a mal et la douleur fait qu'il recule et puis il va tenir son œil. C'est humain. C'est voilà quoi. Donc, on a quelqu'un qui ne s'appuie pas sur son dos, qui a peut-être le nez cassé, on ne sait pas ce qu'il a comme blessure, mais il ne lâche pas l'affaire. Moi, je loue ça comme effort. Ça ne veut pas dire que je cautionne ça, qu'on soit d'accord. Je ne souhaite pas que mon élève fasse des combats qui lui enlèvent des années de vie. Pour être très honnête avec vous, le coach, si j'avais été le coach, j'ai jeté l'éponge. C'est quelque chose que j'ai fait par le passé. Je ne peux pas, ce n'est même pas un calcul scientifique ou quoi. C'est simplement que je suis fragile. Enfin, je suis fragile et je suis humain et je ne peux pas accepter une souffrance de mon élève. Je ne peux pas. S'il y a un but, s'il souffre parce que il va dépasser cette douleur et qu'il va gagner le combat, ça va. Si je sens que sa vie est en danger, je connais c'est quoi les conséquences des commotions cérébrales. J'ai longtemps travaillé dessus. Il n'y a aucune chance que je laisse ça passer. En 2009, ça remonte. 2009. Ça fait quoi, quasiment quoi, 12 ans. En 2009, j'ai jeté l'éponge sur le combat de Taha Abdi, au 100% fan. Taha Abdi, qui combat maintenant au Brève, il combattait contre Karim Mamar, que j'avais affronté quelques temps avant. J'étais à 84 kilos, Tahabdi était à 84 kilos, on était de la même team, c'est moi qui le coachais, et il combat au 100% fight. Il met en danger Karim au début, Karim reprend la main, se met à le mettre en danger. On a encore du long temps sur le round, on a encore un round qui va arriver, je ne vois pas comment il va remonter la pente. Il m'en a voulu, mais je ne voyais pas comment on allait remonter la pente. J'ai jeté l'éponge. Ce que je vais dire, c'est que un mec, un combattant, c'est un animal qui ne s'appuie pas sur son sort. C'est un monstre. Cependant, il attend quand même qu'on le protège.
il ne va pas jeter l'éponge. C'est mort, il ne va pas jeter l'éponge. Enfin, voilà quoi. Si. J'ai fait des compétitions où je me suis endormi, on m'a soumis. Bah, si mon coach avait arrêté le combat, je ne lui en aurais pas voulu. Mais moi, je ne vais pas taper. Je ne voulais pas taper. Je ne tapais pas et donc je dormais. OK. Partant de ça, moi, perso, dans le coin, j'aurais arrêté. Deuxième des choses, l'arbitre est un fou furieux. Faut pas qu'il habite. Faut plus qu'il habite un jour. Je pense qu'on le reverra plus jamais, hein, je pense. Faut pas qu'il habite. Faut même pas qu'une petite compétition le prenne. Faut pas qu'il habite. Parce que les gens ne se rendent pas compte. On est en train de louer la bravoure du petit Benoît Saint-Denis. C'est bien, c'est magnifique. Cependant, si on vous détaille les risques qu'il a pris, vous n'êtes pas prêts. Messieurs, vous aimez Benoît Saint-Denis, vous n'êtes pas prêts de savoir que quand il y a un chaos, quand il y a une commotion cérébrale, quand vous prenez un coup à la tête, vous avez votre cerveau qui baigne dans un liquide céphalorachidien, un liquide encéphalique, qui est la protection autour de la carrosserie de la tête. Quand vous prenez un mauvais coup et que votre cerveau qui baigne dedans va aller cogner sur la paroi, vous prenez une commotion cérébrale qui crée une inflammation. Quand il y a cette inflammation, vous êtes déjà en danger. On vous demande de vous arrêter. On vous demande de faire 2 mois sans aucune frappe à la tête. Sur le premier mois, on vous interdit même de faire du sport intense qui pourrait augmenter la pression artérielle. On vous demande de faire des examens IRM, électroencéphalogramme, tout ce qui va avec, pour être sûr qu'une commotion cérébrale ne vous a pas handicapé. Aujourd'hui, vous avez des exemples de boxeurs tout jeunes qui sont complètement des légumes. Lundi, ils étaient des grands boxeurs. Vendredi, ils ne pouvaient plus marcher. Dimanche, ils ne pouvaient plus marcher. Ils étaient incapables de boire. Donc, c'est d'une gravité incroyable ce que l'arbitre a fait. Il faut que les gens comprennent ce qu'on dit. C'est que, est-ce qu'il est brave? Oui, il est brave. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? Le gars a signé à l'UFC. Il a eu un combat. Il a fait la bravoure. Il a fait un très beau combat. Il a 3 autres combats pour se refaire. Est-ce qu'il y a nécessité de le griller? Donc, on parle d'un mec qui, non simplement, il a eu une commotion cérébrale, mais il a eu des répétitions de commotion. Ça veut dire que tu as une commotion, tu as une inflammation. Le cerveau prend du volume, il s'enfle. Et en gros, on continue à taper dessus. À chaque fois, il y a une commotion qui revient. Il y a du réveil, certes, parce que les gens vont répondre en disant « Oui, mais il a récupéré, il a même mis en danger à un moment donné l'adversaire. » Oui, mais ça, c'est rien. Ça c'est le cerveau, il est en autonome, il continue en fait. Le système nerveux autonome continue à fonctionner. Et donc, pendant qu'il fonctionne, vous avez déjà vu des mecs qui ont pris un KO, ils tombent par terre et ils se mettent à faire une clé de talon à l'arbitre. Bah oui, il continue à fonctionner, mais il n'est pas lucide, il n'est pas intelligent. Il a pris une commotion cérébrale et quand on vous donne le protocole d'observation qu'il faut faire quand on a pris une commotion et qu'on sait que ce mec, sur le combat, il est probable qu'il ait pris peut-être 14 commotions cumulées ou en tout cas 14 gros chocs, c'est une folie de l'avoir laissé combattre. C'est simplement une folie de l'avoir laissé combattre. Donc, mais surtout à ce moment-là, peut-être. Parce que tu vois, moi, je compare pas mal ce combat à Calvin Kattar contre Max Holloway. Selon toute vraisemblance, Calvin Kattar, en cas de victoire, il avait le prochain title shot, tu vois. Là, ce sont des débuts à l'UFC face à un mec qui est un ancien top 10. Donc, selon toute vraisemblance, sur le papier, en tout cas, c'est un peu comme Moutinho contre Sean O'Malley. Ça allait être très très compliqué pour le nouvel arrivant. Donc, il peut perdre ce combat assez acceptable et ça va pas du tout entacher la suite de sa carrière. Absolument pas, absolument pas. Et donc, la question n'est pas est-ce qu'il peut faire un bon combat, est-ce qu'il peut faire 2 bons combats. La question est combien de bons combats il peut faire. Combien de fois ça a affecté son capital santé. On arrive dans une carrière, on a un capital santé. Combien de fois il a été affecté, c'est la question qui va falloir se poser. Encore une fois de plus, il est très, très compliqué pour les hommes de coin de prendre des décisions des fois. Voilà quoi, on se dit on peut gagner, on n'est pas loin, mais voilà, c'est pour ça que je ne dis pas ce qu'on aurait dû faire.
dans le coin. Je dis ce que j'aurais fait moi. Je n'enseigne rien à personne. Je dis que ma sensibilité, ma fragilité fait que j'aurais stoppé le combat. Aussi simple que ça. Voilà. Bon bah voilà pour le cas Benoît Sadoni, en tout cas là à mon avis il va observer une longue période de pause. Calvin Kattar à titre de comparaison, donc il va revenir je crois le 15 janvier prochain, il avait affronté Max Holloway le 16 janvier 2021 et donc là il revient face à Giga Chikadze mais c'était sur 5 rounds. Ensuite sur le reste de la carte, il y a Khamzat Chimaev bien évidemment qui s'est imposé face à Li Jingliang. Fernand, alors, est-ce que là t'es en train de te dire oulala, Kamaru Usman, on va en reparler, qui revient à l'UFC 268 le 6 novembre comme Nassourdine, est-ce qu'il est potentiellement en danger là le champion? On peut pas encore dire ça avec certitude, mais on sait que Khamzat Chimaev est extrêmement dangereux. Très simplement, il n'a pas fait une technique de lutte connue. On parle d'un gars qui a juste soulevé son adversaire, qui est 10e mondial. Il a juste arraché comme on arrache un bébé. Il a avancé vers Dana White. Il a jeté par terre et il a continué à parler à Dana White. Donc, sans avoir la nécessité de garder le caisson respiratoire serré, sans avoir la nécessité de contracter pour garder son adversaire, il a juste contrôlé au sol gentiment, sans rien faire, sans un grand effort. Je suis impressionné pas simplement par son physique, mais par son mental. Être capable d'arracher un mec qui fait ton poids, qui est classé 20 places au-dessus de toi, et te balader avec lui comme un gamin dans l'octogone pour aller faire une discussion avec le boss de l'UFC, il faut être extrêmement sûr de soi. Et je pense que on tient un phénomène. De toutes les façons, je pense qu'il va marquer l'histoire. Parce que, regarde, imaginons on veut le matcher aujourd'hui. On a 2 versions. On va aller lentement. On lui met un Thompson, par exemple. Ok, on lui met qui est quand même 6e, qui est quand même 6e, donc. On lui met un Thompson, par exemple. Il va lui marcher dessus littéralement. On est d'accord. Que Thompson, il va l'écraser. C'est pas. On sait que quand on observe bien, on sait que comment il s'appelle. Thompson s'est fait malmener par Gilbert Burns, qui est un 70 kilos qui est monté à 77 kilos. OK? Khamzat Chimaev, c'est juste un 84 kilos qui est limite 93 kilos. S'il lui met la main dessus, ça va être compliqué pour Thompson. OK, ça c'est une des choses. Il passe par Thompson, il le bat. Ensuite, on lui met Vicente Luque, mon ami. Il arrive, Vicente, il peut lui faire un truc, hein, parce que Vicente, à courte distance, il a le knockout power, il est puissant, ça peut être compliqué. Mais il le bat. Ensuite, il le bat, il reste quoi? Ça, c'est le slow path. Ça, c'est le chemin le plus court. Il le bat, il lui reste Ousmane Kamaru. S'il arrive sur Ousmane, après avoir battu ces deux-là, il est légitime, il y a match. Il y a match. Je sais que c'est un bon grappleur, Ousmane, mais il y a match. OK. Si on prend le chemin le plus rapide, et que l'UFC veut l'accélérer à mort et qu'ils veulent économiser des sous. Ils se disent, bon, on ne va pas le faire passer par toutes ces étapes parce que sinon, il y aura le temps pour renégocier un combat. On le fait combattre tout de suite. Ils économisent les sous. Et on le balance tout de suite. On lui envoie Gilbert Burns. S'il passe Gilbert Burns, c'est pas un magicien. Je dis encore que c'est un 70 kilos qui est monté. Donc, s'il est capable de soulever Jailin d'une main, l'amener et le jeter, c'est le verser par terre et lui monter dessus et se mettre à l'allumer sans aucun respect, sans poser de questions. Bon, il peut bien soulever Gilbert Burns, quoi, et le jeter aussi à un moment donné. C'est ça qui est effrayant. OK. Donc, il y a moyen qu'il batte Burns et dans la foulée, il est légitime pour... Ça, c'est la version rapide de son évolution. Mais en tout cas, on est en présence d'un phénomène. Le mec a fait en l'espace de quoi? De 1 mois, il a fait 3 combats. Ensuite, il a eu le Covid. Ensuite, il est revenu d'un Covid carabiné, ultra violent, qu'il a cloué sur le lit. Il revient et il arrache un mec de son poids de corps, qui est juste 10e dans la catégorie.
et il traverse la salle avec lui et le jette où il veut. Et il fait ce qu'il veut. Et toi, t'es coach d'un adversaire potentiel de Khamzat avec Rust. On fantasmait d'un potentiel choc contre Nassourdine Imavov, mais pour toi, quelle serait aujourd'hui l'arme anti-Khamzat, ou en tout cas si tu devais faire un game plan contre lui? Exposer ses points faibles. Qui sont? Il n'est pas très fort en boxe. Ne vous contentez pas du chaos qu'il a mis l'autre fois. Il n'est pas très fort en boxe. Si on veut battre Khamzat, il va falloir exposer ses points faibles. Et pour exposer ses points faibles, il faut le déplacement. Si tu poses un déplacement et donc que tu obliges le combat à avoir lieu à la verticale et non à l'horizontale, il va devoir vraiment expliquer ce qu'il sait faire debout. Et dans cette explication, ça va être difficile pour lui de prouver à Nassourdine qu'il a l'avantage. Ok. Bon bah à suivre. En tout cas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y avait aussi un co-main event, donc il y avait d'un côté le chouchou de Fernand Lopez qui s'appelle Cory Sandhagen qui revenait pour le titre intérimaire face à Petr Yan qui avait lui perdu sa ceinture au préalable sur un coup de genou illégal. On a eu quelque chose de très haut niveau et à la fin c'est Yann qui gagne. Mais ce combat là, est-ce que tu le ranges du côté de tes classiques déjà ou tu tempères un petit peu les gens qui sont comme moi, qui ont peut-être un petit peu cette culture de l'instant et qui sont là ce qu'on vient de voir là c'était exceptionnel. Grand classique, c'est très beau. C'est le combat commence et puis on a quelqu'un de systématique qui démonte son adversaire avec des petits jabs, des petits déplacements. Le langage corporel de Sandhagen, voilà quoi, c'est très beau. Moi, je suis un fan de ça, donc du coup, ça change tout. Maintenant, Petr Yan, je ne sais pas si quelqu'un va le battre. C'est un problème. Toi, comment? Ça ne t'inquiète pas le fait qu'il soit diesel ultime et qu'à chaque fois, mine de rien, bah là, parce qu'il est contre des adversaires qui sont aussi de très haut calibre, t'as 1 ou 2 rounds où il prend quand même énormément de dommages. Et moi, c'est ça un petit peu, je pense que c'est plutôt le temps qui va le battre plutôt qu'un adversaire. Absolument. Mais pour le moment, quand il revient, c'est dur. Enfin, quand tu as 2 mecs qui s'affrontent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu as 2 mecs qui s'affrontent et qu'il y a un qui met un jab et l'autre ne bronche pas, et l'autre qui met une droite, et l'autre est ébranlé comme s'il y a un truc qui s'est passé sur son corps, enfin, il était systématiquement ébranlé. Là, tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Et non, c'est difficile. Petr Yan, il est compliqué. Il est dur sur tout ce qu'il fait. Et pourtant, il sait tout faire. Hein, il a moins de flawless dans son attitude. Il a moins de flow quand il envoie son high kick que Sandhagen. Mais quand ça touche, ça fait mal. Il a moins de flow quand il envoie son coup de pied retourné ou son crochet. Ce n'est pas aussi beau et aussi sophistiqué, mais il fait extrêmement mal. Il est vraiment à l'image de la Russie. Voilà quoi, il est à l'image de la Russie. Comment il s'appelait l'adversaire de Rocky? Oh là, honte sur moi. Oh là, et Ivan Drago, voilà. Voilà, il est à l'image de Drago. C'est le mec, il avance, il tape, il casse, il avance, il tape. Mais donc là, tu te dis, Sandhagen, donc pour toi, c'est le futur. Il a dit, un jour, il sera champion. Est-ce que tu y crois toujours pour lui? Tu te dis... Absolument, il sera champion. Je t'explique un truc. Si Yann prend sa retraite, si Sterling accepte de se mettre face à Dillashaw, face à Yann, à Sandhagen, non. Okay. Si Sterling accepte de revenir face à Sandhagen, ça c'est compliqué. Il est bon, le petit. Il est vraiment très bon. Il a le cerveau, il est intelligent, il est bon. Il se construit et il faut lui laisser un peu de temps, mais il est bon. En tout cas, le top 10 de la catégorie Bantam est absolument monstrueux. Il y avait aussi le main event. Donc là, Glover Teixeira, 42 ans, est devenu champion. Je sais pas trop, moi, comment je me positionne par rapport à ça, parce que d'un côté, l'histoire est magnifique, mais de l'autre, même si bon, il y a Jerry Prochaska qui arrive, je trouve que par rapport à l'image de la catégorie light heavyweight, je sais pas si c'est si c'est la chose la plus souhaitable pour l'organisation. C'est pas péchu, mais c'est bien, c'est une belle histoire. Et puis on sait que ça va pas durer, ça lui laisse un peu le temps. Les émotions, c'est bien de faire plaisir à d'autres personnes. C'est-à-dire que toi, tu ne te reconnais pas dans ça, mais il y a il y a une partie du monde qui kiffe.
tu imagines les Brésiliens, comment ils kiffent ce qu'il y a là. Les Brésiliens, ils kiffent ce qui se passe. Enfin, j'ai vu Chuck Liddell. Tu as vu la vidéo de Chuck Liddell qui est dans son salon et qui a Il en pouvait plus, il en pouvait il plus. en pouvait plus, il devient fou parce que c'est son collègue. Lui, il a pris la retraite depuis et son collègue devient ceinture dans la catégorie où là, d'ailleurs, Chuck Liddell a été champion. Donc, non, je pense que faut pas minimiser le plaisir de certaines personnes, des personnes des personnes qui commencent à vieillir comme nous, qui nous reconnaissons dans ça et on se dit, ah, si l'ancien il peut, alors on peut encore quelque chose. C'est vrai, c'est une bonne chose. Maintenant, on sait que ça va pas durer, c'est pour le moment. Les jeunes vont, Jiri, il va prendre les choses en main, ça va être compliqué pour lui, mais pour le moment, c'est bien. Et toi, ça te donne pas envie de revenir quand tu vois un Glover Teixeira champion à l'UFC? Aucune chance, aucune chance. On repart, c'est Sirigan qui m'embêtait et tout, qui est en train de faire, qui écoute son téléphone à côté de moi et tout, et ça fait du bruit. Et voilà. Ton Glover, finalement, un règne qui s'annonce d'ores et déjà de courte durée? Voilà, je pense que Glover Teixeira, ça va être compliqué, que ça dure. Je m'attendais à cette victoire. Hein. Je pensais que j'en ai parlé l'autre fois du fait que on sous-estime le sol de Glover Teixeira. Maintenant, non, je pense que ça va pas durer longtemps et c'est bien d'apporter on va dire, cette fraîcheur de vieillesse, un peu de changement dans l'ordre des âges et tout sur les champions et ensuite on va revenir à la normale. C'est pas un problème, ça. L'âge va reprendre la raison. C'est pas un problème. Ok. Ce n'est donc pas un problème. Là, par contre, UFC 268. Là, il y a des problèmes. Là, il y a de multiples problèmes. Kamaru Usman, Colby Covington, numéro 2. Peut-être que toi, Fernand, tu vas nous apporter la lumière, je ne vois pas. Je n'arrive pas à me dire on va avoir quelque chose d'aussi serré que le premier combat. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Moi, j'ai l'impression que Ousmane Kamaru va mettre un KO au troisième round. Aussi simple que ça. C'est vraiment une compétition. Cet événement-là, le 268 là avec Nassourdine, c'est le truc où il y a le plus d'intrigues possible. On a les filles qui vont faire un match il y a de la revanche, un esprit revanchard de la part des Wellizans, mais on a... J'ai peur par contre là pour Rose, là. J'ai peur pour Rose pour la revanche par contre. C'est compliqué. Cependant, on va pas se perdre. Revenons un peu sur Ousmane. On va pas se perdre. Donc, je disais que Ousmane, je suis persuadé que Ousmane est en avance sur Covington. Il est très actif pendant que Covington fait la campagne électorale avec Donald Trump. Il est très actif pendant que Covington, il assume le fait qu'il n'y a pas que l'entraînement dans la vie et que c'est bien de se pavaner à la piscine avec 6 filles différentes. Je ne sais pas à quoi il lui servent 6 filles différentes. Mais bon, c'est sa vision des choses. Je suis cependant persuadé qu'il s'entraîne très bien. Attention, il n'est pas con, le petit. MMA, c'est quoi son gym? C'est MMA Masters. MMA Masters. Donc, MMA Masters, c'est toujours en Floride. Hein. C'est qu'il est parti de l'American Top Team. Il s'est rendu à l'MMA Masters. Et du coup, il a l'avantage que Ousmane avait avant. Quand Ousmane part de la Floride, il part de la Floride parce qu'il va à Denver, Colorado, où il aura l'exclusivité d'un entraîneur qui n'est pas très busy. Il reproche à Oost, il reproche à son entraîneur Henry Oost en disant il m'a appris des fondamentaux, il est cool, mais cependant, le fait qu'il y ait tout le temps, tous les week-ends, des combats à gauche, à droite, tout le temps, ils vont en week-end, moi, ça me casse les bonbons. J'ai envie d'un entraîneur qui est à moi, tout seul, qui est concentré sur moi pour me faire évoluer. Et donc, il va à Denver, Colorado, parce que l'Onyx vient d'ouvrir, il a peu d'athlètes. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand tu es bon, les gens te suivent. Il n'y a pas la magie, hein, qu'on ne vous raconte pas les histoires comme quoi il y a des très bons coachs qui existent, ils n'ont pas d'élèves. Non. Ils sont bons, ils ne sont pas très bons. La légende comme quoi tu es un bon coach, mais non, tu as choisi d'avoir un élève,
Je n'y crois pas. Celui qui veut raconter ça, qu'il a raconté à d'autres personnes, je n'y crois pas. Quand tu es un tant soit peu un bon coach, tu es persécuté par les combattants du monde entier. Et donc, Trevor Whitman, qui est un bon coach et qui commence à faire les réglages, qui n'apporte pas beaucoup, mais qui apporte de la petite signature, qui finalise l'entraînement de Henry Hoost, va commencer à recevoir des appels et il est débordé. Ce qui se passe, c'est que l'ironie du sort, c'est que le jour où Ousmane Camaro combat pour son plus gros match de revanche, Whitman a 3 athlètes qui combattent pour la ceinture. Est-ce que tu imagines le délire? Quelle que soit la volonté de Whitman de vouloir se concentrer sur Ousmane Camaro, il va devoir donner le meilleur de son temps à son élève qui était là avant Ousmane même, Gaethje. Justin Gaethje affronte un autre tueur à gages. Et je suis même persuadé, ma prédiction, c'est que Justin perd ce combat. Il perd ce combat parce que le niveau de lutte qu'on donne à Gaethje a changé avec le temps. Sa lutte s'est modifiée au profit de la boxe. Et sauf que Michael Chandler est un paix de lutteur. Très gros lutteur. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que on aura un coach qui va donner son temps à Rose Namajunas pour lui permettre de maintenir sa ceinture. Rose Namajunas est une fille qui a besoin, même si elle n'a pas de Barry, même si elle a Chico Camus, même si elle a besoin d'un coach concentré sur elle, un coach qui lui donne beaucoup, un coach qui est là pour elle. Justin Gaethje est là pour Trevor Whitman depuis très longtemps. Et Trevor Whitman aura besoin d'être là pour Justin Gaethje. Ousmane a besoin d'un coach qui lui donne tout son temps. Attention, ça peut être cliqué pour lui cette fois-ci. Mais là, pour le coup, Covington, lui, il est dans une salle où il est le roi du monde. Il est le boss, il est le plus connu, il est là, il est bien, il est refait. Les coachs sont sur lui à mort. Et les coachs lui apportent la précision qu'il veut, les coachs lui apportent le timing qu'il faut, on lui apporte tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Ça me ramène sur la liaison dont je parlais tout à l'heure de Rose Namajunas contre Weili Zhang. Je suis persuadé que Weili Zhang est un problème pour la division. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Elle est très forte, physiquement, elle est solide. Elle a carrément déménagé pour aller dans l'Arizona, Phoenix. Elle n'y est pas allée, toute seule. Elle a pris toute son équipe. Elle a pris son coach de sol, dont j'oublie le nom, le Brésilien. Elle a pris son coach de MMA, le Chinois. Elle a pris son préparateur physique, le Chinois. Elle a pris son second coach, le Chinois. Elle a tout pris, tout le monde, plus le seul homme au monde à avoir été champion du monde de MMA et champion olympique. Le seul être humain qui a été double champion du MMA et champion olympique. Triple C. Henry Cejudo et Deiveson Figueiredo qui est aussi avec eux. Voilà. Et donc, il y a tous ces mecs-là qui vont dans la même direction pour pousser Weili Zhang, la chinoise, à récupérer son dû. Et pendant ce temps, Rose Namajunas, très forte mentalement, mais aussi très instable, va devoir compter sur Whitman qui est déjà pris à mort. Oulala, c'est un bordel de scénario. C'est très compliqué, j'aime l'histoire, ça va être super intéressant. J'aime l'histoire. Et donc alors, pour Weili Zhang, donc là, en gros, Kamaru Usman ticket au 3e round, Weili Zhang contre Rose Namajunas. Je pense que Rose Namajunas va gagner. Ce que je dis n'est pas basé sur les qualités physiques, n'est pas basé sur la technique, mais est basé sur l'aspect mental. Je pense que Rose Namajunas a vécu beaucoup de problèmes dans sa vie, des hauts et des bas, qui l'ont amené à comprendre que le mental vient sécuriser le combat. Elle en est consciente. Je soupçonne que Weili Zhang soit pas encore guéri de ce chaos. Tu étais quelqu'un d'invincible. Tu n'as jamais rien vu dans ta vie qui peut te mettre en danger. T'arrives. Et puis surtout que tout ce qu'elle dit autour du combat est bizarre aussi, je trouve. Voilà. Tu prends un high kick,
tu ne vois rien et ses réponses qu'elle donne sur les interviews sont assez compliquées pour quelqu'un. On sent qu'elle n'est pas guérie. Du coup, j'ai très peur que, OK, elle est bien entourée, bien étoffée, mais trop de monde tue le monde des fois. Des fois, une seule instruction te fait du bien, trop d'instructions te perturbent. Je pense que le combat Rose Namajunas contre Welisang va se jouer sur la stabilité mentale. Et je suis persuadé que quand tu as fait ton combat et que tu as vu la personne dans la cage et que le combat a duré 30 secondes et la seule image que tu as vue de la personne, c'est elle était devant toi, elle sautillait, ensuite tu t'es réveillé et elle avait la ceinture autour de la taille. On ne s'en débarrasse pas comme ça d'un trait. Je pense qu'elle est encore perturbée et je pense que c'est dessus que Rose Namajunas va faire de l'avance. Mais encore une fois de plus, ne pariez pas en comptant sur moi. Je ne suis pas un excellent pronostiqueur. Je vous donne juste des choses que j'ai comme information, mais qui ne sont rien de carré, de sûr. Cela dit, là on est hypé, et pour donc le Coco Main Event, Chandler Geji, toi tu vois plutôt une victoire de Michael Chandler, donc qui est outsider hein, pour les bookmakers, comment ça va se passer? Moi j'ai l'impression que Chandler va comprendre qu'il faut qu'il esquive le low kick de Geji, parce que le seul low kick là peut compliquer la vie, et pour l'esquiver, il va falloir qu'il mette des front kicks. Je pense qu'il va mettre beaucoup de types de front kick pour le mettre mal à l'aise, pour ne pas recevoir le low kick, ou en tout cas au moment où l'autre veut mettre le low kick, donc il a réduit son polygone de sustentation, donc son équilibre est vraiment amoindri. Quand il va prendre un front kick, il va être éjecté en arrière 2-3 fois, il va arrêter le low kick. Je suis persuadé que à la bagarre, il peut bagarrer. Les deux sont des monstres. Ils ont un peu la même vie en parallèle. Ce sont des mecs, des countrymen. Ce sont des mecs qui viennent des villages. Gedji de son côté et Chandler de son côté. Ce sont des mecs qui ont vécu beaucoup de sport, très longtemps. Chandler a commencé le très haut niveau, il avait 14 ans. Ça fait juste, il a 35 ans, ça fait 25 ans qu'il lutte. Il est rompu à la lutte. Il lutte tout le temps. Il vit du combat toute sa vie. Je suis persuadé que au moment où ça va lutter, Gedji, qui a beaucoup mis son énergie ces derniers temps sur les gros KO et les grosses guerres debout, va pas matcher en scramble. Même s'il est très bon en scramble, je pense qu'il ne va pas matcher en retournement des situations à la lutte et que c'est l'autre qui aura l'avantage dessus. Et donc, je suis persuadé qu'il va finir par faire un ticket à un moment donné. Oh là 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 là, il n'est pas venu pour rien faire, non. Paul, ouais, ça risque d'être assez mouvementé donc comme événement. On passe aux questions. Fernand, ou tu voulais ajouter quelque chose? Non, let's go. Moi, je suis impatient d'avoir le combat de mon gars passé, de rentrer à la green room pour aller m'asseoir devant un buffet et checker le spectacle, quoi. Je pense que ça va être... Il y a beaucoup en parlant de ça, il y a beaucoup de gens qui mettent déjà, d'ailleurs toi aussi, hein, moi y compris d'ailleurs, ne tarissent pas d'éloges à l'encontre de Khabib Nurmagomedov. Si, pour toi, Trevor Whitman fait un 3/3 là, à l'UFC 268, est-ce que c'est lui là, c'est Locke, Non? Ok. Il n'y a rien à dire. Moi, je pense que Khabib, il donne des tendances qui sont... Il y a deux choses chez un coach, pour être un très bon coach. C'est la passion. Pas l'énervement, pas la colère, la passion. Quand tu écoutes Khabib parler dans son coin, tu sais qu'il y a la passion. Quand il remonte les bretelles à son gars, tu sais que ce n'est pas de la colère, c'est de la passion. Et il n'y a rien qui stoppe un passionné. Khabib va continuer un très, très bon coach pendant très longtemps. Je sais que c'est une vraie drogue. Je sais que je suis dopé de la passion. Et que le fait, je sais que depuis le début, c'est pas parce que je suis avec des athlètes à l'UFC, c'est que quand je vais sur les petites compétitions, je me rappelle ce que je faisais sur les petites compétitions, à aller prendre la liste de tous les adversaires, de tous les gars dans la poulonnée et aller googliser des personnes qui n'ont jamais fait le sport de leur vie juste pour voir si elles ont fait un jour le kung fu, elles ont fait un jour je sais pas, le nambudo un jour, et je me dis ça peut servir de savoir. Et je sais qu'il a cette passion-là. Je vois que voilà un homme qui n'avait pas l'intention d'être coach à la base. Voilà un homme qui n'avait pas l'intention d'avoir une grosse team à la base. Mais il se prend par la passion et se laisse guider. Et le rythme de sa vie qu'il pensait contrôler en train de dériver sur sa passion.
Son équipe est monstrueuse. Tu as vu combien de personnes il avait sur l'UFC à Abu Dhabi? Ça ne va pas s'arrêter. Parce que la passion, elle est comme ça, elle te récompense avec des belles victoires et tu deviens un drogué. Ça ne s'arrête pas. Donc, je suis persuadé qu'il va être un très, très grand coach. Mais pour le moment, notre maître nous bat encore parce que la performance valide la méthode. Trevor Whitman est au-dessus. Et voilà, et voilà. On passe maintenant aux questions, monsieur. Alors, première question de Jamel Jean-Jacques. On pourrait avoir les pensées de Fernand Lopez sur Alex Pereira. Oui, Alex Pereira, le seul homme jusqu'à présent à avoir mis KO Israël Adesanya, c'était en kickboxing il y a quelques années, qui fait ses débuts lui aussi à l'UFC 268. On en avait déjà parlé un petit peu. Est-ce que là, tu sens qu'il se passe quelque chose ou pas? Ou toujours Non, je suis prudent. Ouais. Je suis prudent. Je pense qu'il peut se passer quelque chose. Je pense qu'il est bon, mais il n'y a pas de transitivité sur le MMA. On ne peut pas faire ce calcul de transitivité. Si tel a battu un tel, alors tel peut battre un tel. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que le timing de Adesanya, personne d'autre ne l'a. C'est ça qui fait d'Adesanya quelqu'un de particulier. Je ne pense pas que tous ceux qui un jour ont mis Adesanya en difficulté pourraient être un champion. Je croise autour de ma vie des personnes qui mettent beaucoup en difficulté Cyril Gane à la salle, qui le mettent sérieux. Cyril Gane est systématiquement mis en difficulté. C'est-à-dire que vraiment dans beaucoup de domaines, on croise des gars qui le mettent en difficulté. Sur des périodes, sur des rounds, sur des machins, mais ils vont pas devenir champions, forcément, ces personnes. Elles ne vont pas devenir champions. Donc, et je préfère qu'on attende et qu'on lui laisse le temps de voir ce qu'il va donner. C'est un très bel ajout pour ce crossover-là, de passer de la boxe, du plori au MMA. Ça devient quelque chose de très bien. J'ai eu la chance de le connaître, de pouvoir discuter avec, parce que je suis ami avec son manager et à l'époque, il voulait une solution pour pouvoir l'extraire du Glory, on en parlait, mais je ne connais pas plus que ça. On laissera le temps au temps pour Alex Pereira. Dernière question, monsieur Fernand, et pas des moindres. Donc question de Jonas Bellet, question pour l'équipe et monsieur Fernand Lopez. Dans la logique de motiver les athlètes pour de beaux combats avec des primes de finish, donc là c'est en rapport avec le podcast de la semaine dernière où on s'intéressait à Ares Fighting Championship numéro 2 d'ailleurs. Il reste quelques places, le lien est toujours dans la description, on y sera bien évidemment le 11 décembre prochain. Pourrait-on envisager également des primes de courage? Je pense à des mecs qui encaisseraient comme des surhommes, perdraient à la fin, mais on se dirait waouh, le mec, il est encore debout, après ça, c'est fou. On sait que ça peut coûter à la santé des mecs qui préfèrent mourir que d'abandonner. Ils ne sont pas nombreux à le faire et ça donne du spectacle d'une certaine manière. C'est à récompenser aussi à mon avis. Je pensais aux mecs qui avaient combattu au Malais en juillet, notamment par exemple, donc qui était Chris Moutinho. Voilà, fin de la question. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'idée de pouvoir payer le mec qui a le plus mis sa vie en danger. Et non, il faut rester raisonnable. Il n'y a pas que le MMA dans la vie. Il faut donner une deuxième carrière à des gens, il faut avoir un double projet. Dans les bonus qu'il y a déjà, on donne assez de bonus pour que le mec qui a fait un bon retour, qui a pris un knockdown, qui remonte, qui gagne son combat, puisse être récompensé. C'est pour ça qu'on parle de combat de la soirée. Sur Ares, on a certes le bonus d'agressivité qui est voté par le public en disant sur les 12 combats qu'il y a eu 24 athlètes. Et il y a un athlète qui est voté par le public en étant l'athlète le plus agressif de la soirée. Il ne faut pas confondre agressivité et mise en danger. On peut être extrêmement agressif sans prendre trop de coups à la tête. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas l'idée de pousser les gens à se mettre en danger. Je souhaite juste que les gens puissent être récompensés de 4 manières possibles. Tu fais la soumission de la soirée parce que tu es un bon grappleur, tu as $10,000. Tu fais le KO de la soirée parce que tu es un bon striker, tu as $10,000. Tu es dans le groupe des 2 personnes, dans le binôme des 2 personnes qui ont fait le combat de la soirée, tu as $10,000. Tu es élu par le public comme étant l'athlète le plus agressif de la soirée, tu as $10,000. On ne peut pas rajouter un truc en disant le plus grand encaisseur a $10,000. Ça n'a pas de sens. Ça encourager les gens
encaisser. Ce n'est pas mon école. Quand on bloque les low kicks, je préfère qu'on les esquive, les low kicks. Quand on bloque les coups de poing, je préfère qu'on les esquive, les coups de poing, parce que si tu bloques le coup de poing de la personne, ça veut dire que tu as distance de lutter. Et donc, si le mec est meilleur en lutte que toi, il pourrait te mettre un timing. Donc, non, je n'envisage pas ce genre de bonus. Réponse claire, en tout cas, merci beaucoup Fernand, en direct de New York, qui trouve toujours du temps pour ce petit point hebdomadaire sur les actualités MMA. Bah, bon courage pour la Fight Week, essaye un petit peu de profiter de la ville, quand même. Je, je vais essayer, je vais te conseiller, je vais essayer, mais j'aime profiter de la ville via Internet. Hein. Tu sais que si tu as envie de voir le Queens, tu tapes sur Google, tu vois le Queens de chez Non toi, mais hein, non, de la chambre. non mais Si voilà. tu veux regarder le stade de, je sais pas, tu veux Non mais là, le combien il y a de Garden, gars qui machin. nous écoutent qui rêveraient d'être à New York en ce moment et toi tu leur sors ça. Non mais franchement. Non, mais voilà, j'ai une approche où la photo et Wikipédia m'inspire beaucoup, me donne beaucoup d'informations. Parce que quand tu vas regarder exactement comment ça se passe l'espace de, je sais pas, le Bronx ou n'importe quoi, tu n'as pas toutes les histoires du Bronx, tu n'as pas la dimension, tu n'as pas la superficie, tu n'as pas l'histoire. Wikipédia te donne tout ça, finalement. Et donc, oui, si tu peux y aller jeter un coup d'œil, c'est bien, c'est un bon bonus. Bref, tout ça pour dire que si je trouve le temps à New York pour venir discuter avec vous, trouvez le temps, où que vous soyez, pour appuyer sur le bouton abonnez-vous et pour faire un petit like, s'il vous plaît, un petit commentaire. Messieurs, mesdames, arrivederci.